Le bonheur, en réalité, le vrai bonheur, c'est lorsque on accomplit son rêve. Et le rêve d'un écrivain, c'est un rêve qui est à la fois noble et ambitieux, mais il faut travailler pour que ce rêve devienne réalité. Mais c'est à travers la persévérance, à travers la constance de la lecture, mais à travers aussi la capacité de comprendre et de réaliser les conseils qu'on vous donne. Parce qu'un écrivain, il se perfectionne du jour au lendemain. Bonjour à tous, je suis Précy Miondi, présentateur de l'émission À l'écoute de son parcours sur IFK TV. Je vous invite à vous abonner massivement, à commenter, à liker, à partager. Et si vous avez aussi une histoire passionnante à nous raconter, laissez-nous ça en commentaire. On sera très très content de vous lire et surtout de vous rappeler. Il y a des numéros aussi affichés partout. Vous pouvez également nous appeler. Si vous êtes au niveau national, c'est aussi bien, même à l'international, laissez-nous toujours un commentaire. Ça nous fera un grand plaisir de vous lire à tout le temps. Bonjour à tous, je suis écrivain Prince Henri Matoko, je suis sur IFK TV et je vous demande massivement à consulter le réalisateur pour vos différentes activités. Certainement, il va vous accompagner de façon professionnelle. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir pour cette interview. C'est un immense plaisir partagé. Comme nous avons commencé avec l'enquête métallurgique sur la mutuelle, qui est que les gens veulent connaître. Je réponds au nom de Prince Henri Matoko, écrivain dans mes heures perdues et passionné de littérature et de belles lettres, auteur de plusieurs ouvrages et bénéficiaire de plusieurs prix littéraires, tant sur le plan national que sur le plan international. Avec vous, nous allons parler de la littérature, de l'écrivain aussi, et pourquoi pas du livre qui est au centre aussi. Donc, comment définissez-vous la littérature et les concepts aussi? Pour répondre à cette question, je vais m'arc-bouter sur une définition qui est d'ordre général, qui est souvent admise dans les formations scolaires et universitaires, et qui admet que la littérature est considérée comme l'ensemble des œuvres, tant orales qu'écrites, par des auteurs d'un pays, d'une nation, d'un continent, d'un peuple, mais qui s'intéressent à des questions de tout ordre, mais qui participent à l'épanouissement de l'être humain en général. L'écriture peut être considérée comme un mode d'expression de l'auteur, comme un mode que l'auteur utilise et se sert pour décrire sa vision du monde, pour décrire sa vision de la société, pour parler de problèmes sociaux ou économiques. En un mot, l'écriture, c'est un instrument que l'écrivain utilise pour dire les choses dont il aimerait bien partager avec les autres. L'écrivain, c'est lui qui écrit, donc comment... L'écrivain, c'est cette personne qui est passionnée de littérature, qui est animée par ce désir d'écrire et qui pense qu'il faut exprimer sa vision du monde, comme je viens de le dire, au risque de me répéter, mais à travers l'écriture. Et c'est le livre qui lui permet effectivement d'aller vers l'autre, parce que le livre constitue un pont entre l'écrivain et la société, un pont entre l'écrivain et le monde.
un pont entre l'écrivain et l'humanité. Alors, comment vous avez su, comment vous avez commencé en fait à écrire? Quelle a été la raison, les motivations qui vous ont poussé à commencer à écrire? Il faut commencer par dire, ou avouer, qu'aucune action ne peut être menée ou posée sans une quelconque motivation, aussi consciente ou inconsciente soit-elle. Et moi, ma motivation, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à exprimer ce que je vois ou je voyais, ce que j'observais ou j'observe, c'était dans un premier temps immortaliser mes souvenirs d'enfance. Mais au-delà de l'immortalisation des souvenirs d'enfance, à travers l'écriture, à travers le livre, c'était beaucoup plus aussi d'exprimer mes sentiments, d'exprimer ma joie, mon bonheur, mais aussi les moments de tristesse et de détresse. Mais je ne me rendais pas compte qu'on parle de moi-même, je parle aussi des autres, parce que il y a des problèmes qui ne concernent pas un seul individu, mais qui peuvent être partagés par une communauté ou une société. D'ailleurs, l'un des grands écrivains du monde, Victor Hugo, avait dit, quand je parle de moi, je parle de vous. Et comment vous avez finalement commencé à écrire? L'écriture pour moi est une passion et un plaisir à la fois. D'abord une passion parce que je la ressens au plus profond de moi-même. Ça bouillonne de façon ardente, de façon flamboyante, et ça me prend, comme on dit, les triples, à telle enseigne. Je ne saurais départir ma vie sociale avec ma vie d'écrivain. Pour moi, c'est une passion. Et c'est vital. Mais non seulement c'est une passion, c'est aussi un plaisir. Un plaisir de lire les autres également, bien sûr, mais aussi de me lire. Quand je lis mes propres textes, parfois, je suis gagné par ce plaisir indicible. Pour moi, c'est une passion, c'est aussi un plaisir. Alors, comment vous avez su, comment vous avez commencé en fait à écrire? Quelle a été la raison, les motivations? Si j'ai une très bonne mémoire, je dirais sans embâche que mes premiers pas dans l'univers de l'écriture littéraire ont commencé, ma foi, au collège. Je devais être en classe de 5e et 4e, et c'est là que, pris d'une forme de transe littéraire, ou poétique, j'ai commencé à utiliser mes cahiers d'écolier comme un instrument indispensable pour accoucher toutes les pensées qui me venaient, les idées, d'un mot, l'inspiration ou la muse. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Et finalement, j'ai eu près de 10 cahiers remplis à la fois des poèmes, mais aussi des textes narratifs. Donc c'est au collège, avec le temps, cette passion qui m'a dévoré, qui me dévore profondément, devait être nourrie au fur et à mesure. L'écriture d'un livre, ça prend combien de temps? Peut-être quelques mois, peut-être une année. Aux jeunes auteurs qui veulent se lancer dans le monde de l'écriture, il faut apprendre à mûrir son texte. Ne pas se précipiter parce qu'on veut publier. Un livre doit être bien conçu, c'est comme un enfant dans le sein de sa mère. Il faut un temps nécessaire de 9 mois, et 9 mois sont suffisants même pour publier un livre. L'écriture d'un livre, ça prend combien de temps? Peut-être quelques mois, c'est même une année. Je ne peux pas répondre à la place de tous les écrivains. Moi, particulièrement, je vous dirais que mon inspiration, elle est à la fois métaphysique. Quand je dis métaphysique, ça veut dire que ça provient de... Voilà, je peux dire Dieu. Quand je dis métaphysique, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que ça vient d'un monde que parfois moi-même je ne maîtrise pas. Mais vous êtes comme saisi. C'est comme j'ai dit au départ, d'une forme de transe. Vous voyez, quand on transe, parce que quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est insaisissable. Mais aussi la réalité dans laquelle nous vivons, la société, les problèmes auxquels nous sommes confrontés peuvent aussi être considérés comme des sources d'inspiration. Donc l'écrivain n'est pas figé à une seule source d'inspiration. Ça peut être physique ou métaphysique, naturel ou surnaturel. L'écrivain est un grand lecteur. On dit souvent un écrivain, on a beaucoup la répété aussi, on lit des interviews, un écrivain est un grand lecteur. Partagez ce point de vue. Il a parfaitement raison à 100%. J'ai toujours dit aux jeunes auteurs qui viennent souvent me voir en me demandant de préfacer leurs œuvres, en donnant des conseils édifiants sur la science de l'écriture. J'ai toujours dit, la première question que je leur pose, combien de livres avez-vous déjà lu? Et je suis parfois sidéré
et ébahi d'entendre que ces jeunes auteurs disent qu'ils n'ont jamais lu un seul livre. Et je suis étonné, je dis, mais comment pouvez venir dans le monde de l'écriture sans avoir lu? On ne peut pas espérer ou prétendre être écrivain sans être un grand lecteur. Il y a un mariage indissoluble entre l'art d'écriture et la lecture. C'est la lecture qui constitue la nourriture même indispensable de l'écrivain. Il y a beaucoup de gens littéraires, et vous êtes plus dans quel genre? Peut-être politique, peut-être marxiste, peut-être... Alors, je dirais que j'essaie de m'exceller un peu dans plusieurs genres. Il y a la poésie qui est mon genre d'abord primaire, parce que c'est là que j'ai commencé à écrire. Il y a la nouvelle. J'ai 2 recueils de nouvelles. Un voyage à New York, publié en 2016 chez l'Harmattan Congo, et puis La colère du fleuve. J'ai le roman qui aujourd'hui, qui est en 2 tomes, le livre de ma grand-mère, mais j'ai également un livre de maximes et proverbes. Vous voyez que j'essaie de m'exceller un peu dans plusieurs genres. Et vous vous sentez plus poète ou bien romancier? Alors, la question paraît délicate et insidieuse à la fois. Je dirais, on ne peut pas être romancier sans être poète, parce que la poésie est en réalité la mère de tous les genres littéraires, si je peux me le permettre. Pour bien écrire, il faut avoir une part belle de l'essence poétique. Mais je me sens plus poète, il faut le dire, que romancier. Même quand j'écris dans mes romans, il faut retrouver une forme poétique, ce qui constitue la beauté et le charme de l'œuvre. En tout cas, la littérature congolaise, sinon le livre congolais prend quand même de l'ampleur. Et vous avez fait partie des grands écrivains congolais de la nouvelle génération. Aussi, il faut partir de la contact. Et quel est votre apport au niveau national, international? Alors, est-ce qu'au moment où je suis arrivé, puis-je me donner le plaisir, le bonheur d'évaluer mon apport à la littérature? En fait, mon apport, déjà, il faut le dire, il n'est pas financier, mais il est plus spirituel à travers mon écriture. Il est plus philosophique à travers la vision que je sais de défendre à travers également mon écriture. Il est plus intellectuel parce que le livre, également, c'est une source d'intelligence et de sagesse. Mais il est aussi un apport moral, parce que même si l'écrivain n'a pas la fonction de moralisateur, mais à travers ses récits, à travers son écriture, on peut tirer profit de certains conseils. Donc pour moi, je pense, tous mes livres, quel que soit l'angle d'attaque, contribuent d'une manière ou d'une autre à tous ceux qui le lisent. Et c'est chaque lecteur qui peut dire quel est l'apport qu'il a tiré de ce livre. Sur le plan international, je dois vous avouer que je participe activement aux activités, aux festivals internationaux sur le plan littéraire et culturel. Même pas 3 heures, je viens de recevoir une invitation du Tchad où il y aura l'année prochaine un festival international du livre au Tchad et le Congo sera pays invité d'honneur et j'aurai l'honneur inestimable de conduire la délégation congolaise à ce festival. Vous voyez que les invitations, ça ne manque pas. Et finalement, vous écrivez au grand lecteur, il y a un public cible, vous écrivez pour les gens qui, en fait, en vous lisant, est-ce que c'est tout le monde qui va comprendre? Est-ce que c'est simplement ceux qui ont fait les grandes études, comme on dit, sinon même ceux qui ne sont pas aussi en vous lisant, peut vous comprendre? C'est une très bonne question, parce que c'est une question qui repose sur l'accessibilité d'un livre et la place de ce livre dans la communication. Quand j'écris, c'est vrai que quand on a un certain niveau élevé, parfois on a du mal à se faire comprendre. Mais moi, je fais des efforts pour que mon écriture, bien qu'elle peut attirer, mais qu'elle soit, dans la mesure du possible, accessible à toutes les couches. De sorte que quand vous lisez, vous compreniez, même si un mot qui paraît difficile, ça ne vous empêcherait pas d'aller consulter le dictionnaire et de poursuivre votre lecture. Donc je suis de ceux qui pensent que l'écriture doit être belle, somptueuse, charmante, séduisante, tout en étant accessible. Et même quand on lit principalement comme en tant qu'homme social ou en tant qu'écrivain. En tant qu'écrivain, puisque ici je porte la casquette de l'écrivain, mais je joue un rôle indispensable dans la conscientisation de la société, dans la modernisation de la société,
dans l'éducation de la société et même dans le développement de la société. Y a-t-il des mots ou un style propre à vous? Lorsqu'on lit par exemple le livre de ma grand-mère, on sent que ça c'est le principe. Alors, je serais à la fois partagé entre la question de savoir si j'ai un style propre ou pas. Mais c'est au lecteur en réalité. Un grand lecteur, celui qui lit plusieurs livres, peut être à même de faire la distinction notable entre le style de Camaralais, par exemple, le style d'Alain Bankou, entre le style d'Henri Lopez et le style de Sonia Boutonsi. Tous les écrivains n'ont pas le même style. Même si on peut écrire sur la même thématique, on est comme disait Platon, les philosophes dorment sur un même lit, mais ne font pas le même rêve. Et finalement, vos œuvres sont divertissantes ou bien engageantes? Alors, la question de divertissement, ça dépend. Molière disait, ben, en tout temps, faisant divertir, je dis qu'aussi. Donc, dans un livre, il y a deux fonctions. Il y a la fonction divertissement et fonction éducation ou engagement. Et l'engagement, c'est un mot parfois qui est péjoratif, qui est mal compris. C'est pourquoi Henri Lopez préférait le mot engageant qu'engagement. En fait, je vais lire au hasard un passage du livre de ma grand-mère, que vous allez nous expliquer ce que cela signifie. Oui. Où est l'enfance? Je répète, où est l'enfance? Oui. Est l'âge d'or. Où est l'enfance? L'âge d'or. Là, vous l'avez, ce sont des propos critiques Oui, de Novali. tout à fait. Alors, la suite dit ceci. Comme la plupart des membres de la famille, mon enfance est une partie, pas être une partie, une partie de ma jeunesse. Je les ai passés au foyer maternel où j'ai vécu et grandi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, c'est simple. C'est que quand je parle de la plupart des membres de ma famille, c'est-à-dire je parle de ceux qui étaient très proches de moi, des parents proches, d'abord mes tantes, mes oncles, ma mère, mes frères et petites sœurs, et même également mes cousins. Nous avons pratiquement grandi dans un même foyer. Un foyer rempli de chaleur, de douceur et de bien-être. Et c'est là que j'ai passé mon enfance et une partie de ma jeunesse, parce qu'après, le livre va apprendre, je devrais quitter ce foyer, quitter ma grand-mère pour aller vivre auprès de ma tante. Quels sont les acteurs qui œuvrent pour la publication? Dans un pays, les acteurs sont multiples. Il y a d'abord l'auteur lui-même, qui est le premier acteur, parce que c'est son produit, c'est le fruit de son imagination, c'est le fruit de sa réflexion, c'est le fruit de ses idées, ses pensées. Mais après, quand l'auteur finit d'écrire, il n'est pas l'éditeur. Il doit trouver une autre personne dont la vocation, dont le métier consiste à publier. Et c'est auprès de l'éditeur, s'ils ont conclu un contrat en bonne et due forme, que le livre pourra voir le jour. Mais après l'éditeur, il faut trouver un libraire. Parce que l'éditeur n'est pas forcément le libraire. Le libraire, c'est ce qui aide l'auteur à vendre ses livres. Donc, finalement, on appelle ça la chaîne éditoriale. Voilà. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. c'est la librairie finalement qui vend. Oui, qui vend. L'auteur peut aussi lui-même vendre ses livres, mais de façon plus rationnelle, il est plus judicieux pour l'auteur, pour le cas de la visibilité, de la promotion de ce livre, d'aller déposer ses livres dans les librairies et c'est au libraire de vendre ses livres. Quels sont les thèmes qui reviennent souvent dans vos livres? Alors, déjà pour le livre de ma grand-mère, il y a plusieurs thématiques, notamment le bonheur de l'enfance. Il y a les joies, les multiples joies que nous pouvons connaître. Nous avons la résilience, savoir résister aux intempéries de la vie, aux problèmes de la vie. Il y en a plusieurs, mais aussi d'autres thématiques. Dans d'autres recueils, par exemple, il y a la question de l'immigration clandestine, la question de la place de la femme dans le foyer, dans la société, la question de l'éducation, la question de la réussite dans un pays étranger. Par exemple, dans La colère du fleuve, la première nouvelle est intitulée L'expulsé. Là, je remets en cause le mythe de l'immigration comme
paradis artificiel, de l'Eldorado. Le bonheur ne se trouve pas toujours en Europe ou à l'étranger. Parfois, il suffit d'être chez soi et bien le construire pour être heureux. Et à ce niveau, c'est un choix ou bien une influence sociale? Les thématiques, bien sûr. Non, c'est un choix parce que chaque auteur n'est pas obligé de traiter de toutes les thématiques. Et puis, mes thématiques, je les traite en fonction de ce qui me touche profondément. Parce que quand on vient à l'écriture, il y a ce qu'on appelle un choc qu'on peut rencontrer. Ce choc peut résulter de votre propre vie, ce choc peut résulter de la société. Vous êtes confronté à une situation d'un individu qui est souffrant, qui est malade ou qui a été victime d'une injustice ou d'une discrimination, et vous dites, moi, je dois écrire sur cette situation. Donc, ça peut venir de plusieurs manières, mais moi, la plupart des thématiques, c'est un choix. Et je ne traite pas de tout. Par exemple, je ne pourrais pas passer mon temps à écrire un livre qui mettrait en exergue, par exemple, l'image d'une femme prostituée, ou qui décrirait, voilà, la prostitution. Non, je ne peux pas. Moi, c'est un choix. Déjà à ce niveau, nous comprenons que l'écrivain, c'est quand même littéraire. C'est comme quelqu'un qui parle franc, et il peut arriver toutes choses. Il y a même des arrestations par rapport à votre engagement, Oui. il y a même des menaces, Oui. il y a beaucoup de choses avec il y a même la mort aussi qui Oui, peut arriver oui, parce que oui. voilà, tout est là. Oui. Et vous, personnellement, qu'en pensez-vous lorsque vous observez cette réalité? Alors, moi, je m'évertue parce que la vie, elle est extrêmement imprévisible. Il y a tellement de facteurs que l'écrivain lui-même doit veiller sur sa propre prudence. La prudence de l'écrivain consisterait à ne pas, pour moi, pour ma part, traiter de toutes les thématiques qui pourraient nuire à sa propre vie. Donc, il faut être prudent. C'est un choix. Ceux qui choisissent pour dénoncer certains faits politiques, c'est leur choix. Ceux qui pensent qu'il faut dénoncer les faits sociaux seulement, c'est leur choix. Ceux qui pensent pas de leur souvenir d'enfance comme moi, c'est mon choix. Ce n'est ni une question, c'est juste un titre politique comme ça, mais qui devrait commencer sur une forme d'interrogation, bien entendu. Hein. Si je t'aimais, voilà ce que je dirais, voilà ce que je ferais. Je n'ai pas oublié, hein. Oui. Grand roman, il n'est pas pour ça le livre de ma grand-mère. Ce livre, je l'ai écrit pendant près de 30 ans. Près de 30 ans, pourquoi? Parce que c'est le premier livre. En dehors de quelques poèmes ou des poèmes que je peux écrire dans les cahiers d'écolier, mais ce livre, je l'ai porté au plus profond de moi, dans les abysses même de mon être. Je l'ai dorloté, je l'ai chouchouté, je l'ai aimé, de sorte que tout le long de mon cursus, à la fois au collège, au lycée, jusqu'à l'université, même à l'ENAM, je cesse de le répéter, je n'ai cessé d'écrire. Et j'ai posé, il me semble, le dernier point, le dernier chapitre, quand j'étais à l'ENAM. Donc c'est un livre de souvenirs, souvenirs d'enfance, souvenirs de jeunesse, c'est un livre de mémoire. C'est un livre également qui exprime la joie de vivre quand on est enfant, malgré les aléas, malgré les vicissitudes, malgré les intempéries. Mais au-delà de tout cela, il doit avoir la fibre de la joie et qui illumine la vie. Et donc c'est un retour aux souvenirs d'enfance. Et bien entendu. Voilà pourquoi, puisque c'est une femme qui m'a élevé, qui m'a forgé, qui m'a nourri et qui m'a bercé, je ne voyais pas un autre moyen que de lui rendre un hommage à la fois vibrant, somptueux et mérité. Donc au centre de ma grand-mère, il y a en fait l'image de la femme. La femme est célébrée dans ce livre. En tant qu'écrivain congolais, vous pouvez confirmer que l'écrivain congolais de Brazzaville est un ambassadeur de la République du Congo à l'étranger? Mais sans aucun doute, quand je participe à plusieurs festivals internationaux sur le plan littéraire et culturel, c'est au nom de la République du Congo en réalité. Je suis un ambassadeur. C'est au nom du Congo que nous sommes invités, pas au nom de Prince Matoko. Donc, nous jouons le rôle d'ambassadeur à l'étranger sur le plan international. La femme africaine, sur le plan littéraire. La femme africaine, dans sa famille, dans ses amis, inspire aussi des fois. Est-ce que avec vous aussi c'est le même cas? J'ai dit d'abord
La première source d'inspiration, c'est ma grand-mère, c'est une femme africaine. C'est une femme qui incarne des valeurs. Une femme qui incarne des valeurs d'amour, des valeurs de paix, des valeurs de douceur, des valeurs de pugnacité, des valeurs de persévérance, de patience, mais des valeurs qui, aujourd'hui, constituent pour moi des repères. Chaque fois que je suis confronté à un problème, je me souviens des conseils édifiants de ma grand-mère et ça me permet d'avancer. Mais au-delà d'elle, il y a d'autres femmes également, il y a ma mère également, il y a mes sœurs et il y a d'autres femmes. Mais où les femmes d'aujourd'hui devraient s'inspirer de ces femmes valeureuses, de ces femmes intègres. Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire du tableau que nous avons vécu pendant notre enfance, notre jeunesse. Quand ça arrive à Togo, petit à petit, on va vers la fin, mais il y a aussi cette principe que je vais bien vous entendre sur ça. Je vais citer quelques écrivains, et vous allez me dire en une phrase ou en un mot. Jean Malonga, d'abord, c'est le premier écrivain congolais, donc c'est le père de notre littérature. On ne chie pas sur les pères, donc c'est un respect mérité pour Jean Malonga. Martial Sina. Oui, c'est aussi un écrivain talentueux. Noël Koudia. Ah, monsieur Noël Koudia Ramata, c'est l'occasion pour moi de le dire ici. C'est un monsieur très humble, effacé, mais qui fait un travail gigantesque, gargantuesque en matière de promotion de la littérature. Et c'est grâce à lui qu'on peut dire aujourd'hui que la littérature congolaise, à travers les ontologies, est connue. Et pourtant, il est encore vivant. Et pendant que je suis en train de passer avec vous, il est à Wenzi. Il est entre Paris et le Congo. C'est un monsieur formidable et accueillant. Pierre Timou, c'est l'un des grands noms de la littérature congolaise et qui accompagne les jeunes. D'ailleurs, c'est aussi le cas de le dire, mon premier recueil de poèmes intitulé Mélodie de l'âme a été brillamment préfacé par Pierre Timou. C'est le père de notre rêve, c'est les grands écrivains. Le grand écrivain, voilà. L'un des grands écrivains. C'est aussi un écrivain de la nouvelle génération. Ah ben, c'est le maître à penser de la négritude à côté d'Aimé Césaire. Et j'ai toujours un plaisir immense quand je lis les écrits de Sédar Senghor. Oh, il peut même considérer comme l'icône aujourd'hui de la littérature mondiale. Ça, c'est mon point de vue. Parce que pour moi, il fait partie des 5 meilleurs écrivains au monde. Et on ne peut plus parler de littérature mondiale sans parler d'Alain Mbongo. C'est l'un des grands. C'est ce qu'on appelle le Baoba. C'est le dernier de la fratrie. C'est l'un des auteurs de la nouvelle génération. Ah ben, c'est l'un des grands, bien entendu. Et c'est lui qui m'a donné le goût aussi de l'art de la nouvelle. Ok, mais peut-être la dernière question, que nous posons aussi. Quel est votre regard actuel? C'est un regard à la fois positif et mitigé. Quand je dis mitigé, c'est-à-dire que le côté positif est un peu aussi sombre. Pourquoi je dis positif? Vous savez, la littérature congolaise jouit d'une bénédiction qui, aujourd'hui, se constate à travers d'abord la production prolifique des œuvres littéraires écrites par les Congolais. Cette bénédiction, elle est l'œuvre de nos prédécesseurs, de nos anciens, de nos aînés, à l'instar de Tchika Tamsi, à l'instar de Jean Malonga, à l'instar de Soleton Tatlouta. Donc, elle vit encore ces beaux jours. D'ailleurs, les Congolais s'illustrent parfaitement bien à l'étranger, puisque leurs œuvres sont bien appréciées et on remporte des prix littéraires prestigieux. Cependant, il faut noter que certains jeunes qui veulent venir dans le domaine de la littérature ne se rendent pas compte de l'immensité, de la responsabilité qui leur incombe, de sacrifices qu'ils doivent consentir dans le domaine de la littérature et surtout la responsabilité de lire et de beaucoup lire avant de venir à la littérature.
Beaucoup viennent de la littérature juste pour la gloire, une gloire passagère. Viennent uniquement pour les honneurs d'être considérés comme écrivains. Parfois, certains même sont, je dirais même, séduits par l'argent qui pourrait, semble-t-il, résulter de la vente de leurs produits littéraires. Or, tout cela n'est que de l'artifice. Il faut d'abord construire sa propre personnalité littéraire, mais en étant avant tout un grand lecteur. Ne venez pas dans la littérature sans avoir lu et beaucoup lu, et avec l'espoir perfide de vous enrichir. Sinon, vous serez le plus grand malheureux de tous les écrivains. Ça veut dire qu'on ne rentre pas en littérature, dans la littérature, dans l'écriture, dans l'objectif de devenir riche. Non. Ça, c'est ça qui peut venir. Non. Si vous mettez en avant l'argent, ça veut dire que vous allez sacrifier et prostituer la littérature. Or, nous devons veiller au sacrifice de la littérature, nous devons veiller à la prostitution de la littérature. Or, il y a des écrivains qui peuvent, entre griffes, qui sont comme des prostituées littéraires, tout simplement parce que leur but, c'est d'écrire, pour vouloir s'enrichir. L'argent et les honneurs viendront s'il y a lieu, mais pour l'instant, il faut d'abord écrire, parce que c'est une responsabilité qui est intimement liée à chaque écrivain. Autant qu'écrivain, certainement, ou encore peut-être, cela vous est déjà arrivé. Est-ce que vous avez déjà connu un rejet, la proposition d'un livre à une maison d'édition? Vous savez, monsieur le journaliste, c'est une très bonne question. Et cela peut éclairer la lanterne également de jeunes auteurs ou des auteurs qui veulent s'engager. La plupart des grands écrivains que nous saluons actuellement et dont nous avons l'honneur de citer leur nom ont subi des rejets. Leurs livres, leurs manuscrits ont été rejetés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ont été rejetés. Je ne vais pas citer les noms. Je cite par exemple en Côte d'Ivoire Amadou Kourouma. Son livre a été d'abord rejeté. Sony aussi a vu ce livre rejeté. Ils sont nombreux. Mais ce qui les caractérise, c'est que c'est cette fringale littéraire culturelle, cette boulimie, cette volonté indomptable de vouloir publier. Ils ont multiplié les éditeurs. Finalement, il y a un tout jeune éditeur qui trouverait que ce qu'ils ont considéré comme de la boue, c'est plutôt de l'or. Et quand Amadou Kourouma et Sony ont trouvé des éditeurs, les livres qui ont été rejetés, et sont les livres qui ont été rejetés pour l'un pour l'autre, étaient devenus un best-seller. C'est pour dire aux auteurs, ne soyez pas déçus quand vos livres sont rejetés. Ça va tout le monde. Moi, ça m'est arrivé. Mais persévérez. Il faut travailler sur votre écriture. Il faut travailler sur votre manière d'écrire. Mais multipliez les envois dans plusieurs éditions. Finalement, vous trouverez un éditeur qui accepterait votre livre. Et vous écrivez vos livres pleinement au dernier. Bien entendu, je n'ai aucun concours. Aucun concours. Non. Je déconseille. Non. J'ai commencé à écrire, il n'y avait même pas l'Internet. J'ai commencé à écrire, il n'y avait pas le téléphone. J'ai commencé à écrire, il y avait le téléphone fixe. J'ai commencé à écrire, il n'y avait pas le téléphone portable. J'ai commencé à écrire, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Je vous ai dit, j'ai écrit dans des cahiers d'écoliers. Et dans une maison où il n'y avait aucun écrivain, tu écris toi-même, parfois la nuit. Mais personne ne lit tes écrits. C'est-à-dire qu'au lycée, quand tu arrives, tu rencontres un professeur de français, tu peux le lui soumettre pour lecture et appréciation. Ça s'arrête là. Et tu ne connais même pas encore quel est le mécanisme de la publication. Tout ce qui t'importe, c'est écrire avant tout. Je ne peux pas accepter. Et les livres nous-mêmes, il faut moins qu'on non, ça dépend. Je réponds d'abord à la question, je ne peux pas accepter qu'un livre soit écrit par quelqu'un d'autre. C'est que vous n'êtes plus l'auteur, en réalité. Et je déconseille les jeunes auteurs de recourir aveuglement à l'usage de l'intelligence artificielle parce qu'en réalité, au fond de vous, vous savez très bien, vous n'en êtes pas l'auteur. Voilà. Et l'argent à dépenser carrément. Alors, ça dépend. Il y a des méthodes d'édition à compte d'éditeur, une édition à compte d'auteur. À compte d'éditeur, c'est que l'éditeur prend en charge toute l'obligation de correction, de réécriture
et des publications et des commercialisations du livre. L'auteur ne dépense rien. C'est pourquoi dans le contrat, il y a des pourcentages. Puisque c'est l'auteur, l'éditeur qui a dépensé énormément d'argent, ben, il gagnerait plus en termes de pourcentage et l'auteur aurait quelques droits d'auteur. Mais il y a aussi des maisons d'édition à compte d'auteur, où l'éditeur te dit, je n'ai pas l'argent pour te publier, mais tu finances la publication. Vous comprenez? Et quand vous financez, vous avez la chance, un jour, une fois le publier, de vendre parfois vous-même aussi vos livres et de rentrer en possession de ce que vous avez dû dépenser comme argent. Mais ce qui est vrai, il y a plus de maisons d'édition à compte d'auteur qu'à compte d'éditeur. Parce que c'est un risque de publier un livre et à la fin, ça ne se voit pas comme il valait. Actuellement, c'est le livre de ma grand-mère. D'abord, c'est édité à compte d'éditeur. Aujourd'hui, je crois que je peux avoir 500 et quelques gens. Oui. Oui, 500, mais parce que ce n'est pas vendu au même moment, c'est au fur et à mesure des commandes, et ainsi de suite. Je peux avoisiner 500 exemplaires vendus. Dans le livre, vous parlez de beaucoup de personnages, Ah, il y a Jean, vous voyez, dans la vie, il faut savoir être généreux, affable, bon de cœur. Il y a Jean, je vous fais une petite histoire. Nous sommes à une période où la télévision, c'est un objet très précieux et ce n'est pas toutes les familles qui pouvaient posséder la télé. Donc, la famille qui en avait était honorée et respectée. Et Yajan était pratiquement l'une des deux personnes qui possédaient la télé dans le quartier. Mais la différence avec Yajan, c'est qu'il ouvrait sa porte à tout le monde. Et le soir, quand il posait sa télé sous le manguier, tous les enfants du quartier venaient suivre les séries télévisées telles que XOR ou Marimar. D'où, à l'époque, d'où son nom est immortalisé parce qu'il s'est comporté comme un homme généreux, un homme aimable et affable. Le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de l'État, vous avez reçu une fois, c'était après l'occasion. Il y a un prix. C'est quand je suis rentré d'Abidjan, bénéficiaire du prix Mila pour le recueil de poèmes Entre du silence, il fallait informer l'autorité compétente que le ministre de la Culture, mais n'ayant pas le temps pour nous recevoir, elle avait bien voulu que ce soit le DIRCAB, et le DIRCAB m'a reçu avec un autre musicien également qui était musicien d'un autre prix, et ça s'est très bien passé ce jour-là, parce qu'il fallait nous rendre compte de prouesse et du prix que nous avons pu remporter à l'étranger. Donc, en tant que monsieur Ami, nous sommes à la fin, peut-être quelque chose que vous voulez, un message. Alors, si j'ai un message à passer, ou à faire passer, c'est d'abord à vous remercier de ce que vous avez disposé de votre temps afin que cette émission soit réalisée et dans des bonnes conditions. Et je salue également le professionnalisme avec lequel l'émission s'est déroulée, mais surtout à l'endroit des écrivains, des jeunes écrivains qui, de temps en temps, me consultent, m'écrivent. Je vais leur dire simplement de ne pas se décourager, de ne pas désespérer, mais de croire en leurs rêves. Parce que le bonheur, en réalité, le vrai bonheur, c'est lorsque on accomplit son rêve. Et le rêve d'un écrivain, c'est un rêve qui est à la fois noble et ambitieux, mais il faut travailler pour que ce rêve devienne réalité. Mais c'est à travers la persévérance, à travers la constance de la lecture, mais à travers aussi la capacité de comprendre et de réaliser les conseils qu'on vous donne. Parce qu'un écrivain, il se perfectionne du jour au lendemain.